et à droite, ce qui pourrait être un socle. En revanche, et je reviens sur ce que disait Mathieu Laine, il y a en effet un modèle de solidarité qui ne peut plus fonctionner, je le dis avec gravité. Nous sommes dans un pays où la démographie est plate, alors que tout le système de solidarité sociale, son financement repose sur une démographie positive. Et encore, elle est meilleure que dans d'autres pays européens. Elle est encore meilleure. Bon. Deuxième remarque, nous étions dans un système fermé, le système est ouvert. Il est ouvert pas simplement pour les capitaux, il est ouvert pour les hommes. Et je voudrais répondre à Mathieu Laine, une expérience personnelle de président de région. Nous subventionnions des échanges d'étudiants américains vers la Lorraine et de Lorrain vers l'Amérique. Deux observations. Premièrement, aucun Américain pratiquement n'est jamais venu en Lorraine. Deuxièmement, 80% des jeunes Lorrains qui étaient à Georgia Tech, Université d'Atlanta, restaient sur place. Et je leur ai posé la question, ce n'est pas une question d'argent. Et on revient sur ce que Mélenchon disait tout à l'heure, la France c'est 1% de la population mondiale. Et pour un jeune dont l'anglais est une langue universelle, dont la formation est universelle, l'idée de rester aux États-Unis quelques années, peut-être pour revenir après, mais en tous les cas, l'idée d'être dans un grand territoire où il avait le sentiment que les portes étaient ouvertes et qu'il n'était pas obligé d'attendre le départ à la retraite de quelqu'un pour pouvoir rentrer dans le système, lui donnait un sentiment. Et ce qui me navre dans le modèle français, et je terminerai sur ce point, c'est qu'on a le sentiment, comment dire, mathématique, d'un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que chaque place est prise sur quelqu'un et il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'expansion, il n'y a en fait pas d'ambition collective. Je vais terminer par cela. Les classes dirigeantes, et j'en fais partie, je suis un libéral de droite, les classes dirigeantes ont une part de responsabilité forte parce qu'ils ont un bonheur personnel de classe, de communauté. Les classes dirigeantes de l'Ancien Régime, d'une certaine façon, de la République certainement, avaient le sentiment d'un rôle social. Aujourd'hui, soit la pression du travail, les exigences de la concurrence, certains égoïsmes de classe, fait que les classes dirigeantes vivent bien, mais vivent repliées sans porter de message. Et elles ont sous-traité le message social à toutes sortes de, pardonnez-moi de le dire, de communicants qui n'ont pas toujours le sens de la mesure. Je prendrai le principe de précaution. Le principe de précaution est en train de tuer ce pays, avec la complicité objective des hommes politiques qui ne veulent pas être pris en défaut, et avec le sens du catastrophisme dont fait preuve le système médiatique quotidien. Et pour revenir sur des problèmes scolaires, par exemple sur l'obésité, vous évoquiez l'obésité. L'obésité, c'est une affaire personnelle, je suis désolé de le dire. D'abord, on peut aimer être gros, pas mon cas, mais on peut aimer. Et de toute façon, c'est une affaire de parents. Je voudrais revenir sur une idée simple, et après je me tais. Un enfant, c'est un projet. C'est le projet d'un couple. Et donc, il n'y a pas d'égalité à la naissance. Parce qu'avant même qu'il y ait naissance, il y a projet. Et ce que les parents mettent dans ce projet n'est pas la même chose. Voilà, il faut le savoir. Oui, un petit mot, si vous permettez. Moi, je ne voudrais pas qu'on reste sur l'impression qu'il y aurait parmi nous des gens qui considéraient que tout va bien et qu'il faut maintenir les choses en l'état. C'est pas ma vision, c'est pas ma vision. Je proteste contre l'idée noire, globalisante, que tout va mal, que tout est de travers, que le pays est par terre, et toutes les sornettes que nous avons entendues tout à l'heure, inhumaines et cruelles. Donc, pour moi, je m'adresse au sénateur. Est-ce qu'on peut parler normalement? On n'est pas dans un préau d'école, on est dans une très belle bibliothèque où tous ces livres nous montrent qu'on s'est souvent trompé. Donc, un petit peu de modestie serait bienvenue. De convenance, je les reçois toujours avec beaucoup de faveur. Mais je dis cruel parce qu'il est normal qu'un État et une République, parce que nous sommes un régime particulier, la République n'est pas un régime neutre, elle se donne des objectifs. Il est normal qu'un État se donne des objectifs, qu'il décide par exemple de soulager la misère, qu'il décide d'accompagner ceux qui sont en mauvaise santé pour les aider à se guérir. C'est normal. Donc ce que nous devons avoir comme honnêteté, ça n'est pas de plaider je ne sais quelle vérité qui tomberait du ciel, mais de dire de quel côté nous voulons que la société aille. Moi, je suis pour une société de sécurité, d'accord, qui fait reculer la précarité, dans laquelle la compétition entre les personnes est moins vive, dans laquelle l'égalité est plus grande et où l'État le veut, le décide, écoutez-moi bien, et l'impose quand il le faut. Voyez-vous, il n'y a pas pour moi des mécanismes spontanés qui conduisent au bonheur. Hélas, nous devons tous ensemble y réfléchir et tracer un chemin. Et là où je rejoins Longuet, ça va vous surprendre peut-être, mais je pense que dans ce pays, il y a un sérieux problème des élites. Les élites ne veulent rien. Elles ne dessinent aucune trajectoire. Et je suis d'accord avec lui pour dire qu'il y a une espèce de caste médiatico-politique qui vit entre elles, qui répète les mêmes formules, les mêmes mots de temps à autre, dans un petit jeune homme qui tombe de l'arbre comme lui et qui répète les refrains qui ont été appris par cœur, sans qu'on donne à la France aucune perspective. Et je veux vous rappeler que, pour moi, le cœur de nos problèmes est le suivant. 10% de la richesse nationale est passée
des salaires au capital. Voilà. Il y a 10 ans, il y a 25 ans, quand c'était l'inverse, c'était pas le goulag. Et c'est l'État, monsieur, qui a voulu la fusée Ariane. C'est l'État qui a fait le train à grande vitesse. C'est l'État qui a fait les centrales nucléaires. C'est l'État, c'est notre volonté collective. Vous ne pouvez pas rayer le génie français d'un trait de plume. Tout ça n'existe plus et on n'aurait que pétaradant des initiatives privées qui n'ont jamais existé. Gérard Longuet. Jean-Luc Mélenchon, avec tout le respect pour vos convictions, je voudrais simplement vous rappeler que c'était possible quand l'État avait des frontières fermées, manipulait la monnaie et par l'inflation pouvait investir là où il voulait, quand il le voulait. Aujourd'hui, c'est simplement impossible. Je parle du TGV puisque vous avez cité le cas du TGV. Aujourd'hui, si on veut un TGV, il faut le payer. Et les collectivités locales, aujourd'hui, le payent. La fusée Ariane, on arrêtera si on n'est pas capable de vendre des lancements. On ne peut pas continuer. Et je vous rappelle que de temps en temps, on a la main malheureuse. 50% du marché, ça va. Non, l'État, oui, on n'est pas mauvais, mais je veux dire, l'État ne peut pas financer n'importe quoi parce que nous sommes 1% Surtout si vous de la population mondiale, cher Jean-Luc Mélenchon, 1% de la population mondiale et en gros 5% des richesses, ce qui est formidable. Nous avons 5 fois plus de richesses que nous n'avons d'habitants. C'est ça qui est important. Nous n'avons plus le droit de les gaspiller. J'ai eu le temps de dire nous ce que n'avons moi plus je le droit de les réformer. gaspiller. Parce qu'actuellement, je terminerai sur la politique. La génération politique à laquelle j'appartiens a commencé par plumer les retraités et les épargnants par l'inflation. Et maintenant que l'inflation n'est plus possible, endette les jeunes générations. Un jeune qui naît, il naît avec 2 000 € de dette individuellement collective. Non, c'est pas de la propagande. Si vous faites une voie de chemin de fer, Gérard Longuet, que vous endettez pour la voie de chemin de fer, il n'est pas normal qu'une génération paye la voie de chemin de fer de 4 générations. Vous avez 1000 fois raison sur les investissements, sauf que l'on paye par endettement du fonctionnement. Quand le déficit de la Sécu, le déficit du chômage, le déficit du fonctionnement de l'État, ce sont 3 déficits de fonctionnement qui n'enrichissent nous n'oublions rien pas que vous avez la tribune et l'hémicycle du Sénat. Mathieu Laine. Oui, moi je veux vous répondre, bien entendu. Je ne suis pas pour la Vous qui êtes tombé de l'arbre. Je ne suis pas pour le fait d'être jeune n'est pas un handicap, il s'en corrige tous les jours. Il finira par être vieux. C'est vrai, bien entendu. Et nous-mêmes aussi, hein. Très vieux, nous. Non, mais on peut être vieux dans la tête rapidement, mais c'est ce que je vois là. Moi, je ne suis pas pour la disparition de l'État, bien entendu. En revanche, je suis pour l'évolution de ce pays vers plus de récompense du travail, du mérite et de l'effort. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Votre société égalitariste, telle que vous nous la promettez depuis toujours, en jouant les marchands de peur et les marchands de bonheur, elle fait qu'aujourd'hui, on a tué l'idée du risque. On a tué la volonté de prendre des risques. Et je voudrais vous donner un exemple. Je voudrais vous donner un exemple. C'est insupportable. Moi, ce que je critique, bien sûr, mais moi je ne vous dis pas que c'est insupportable, pourtant je le ressens quand je vous entends. Mais moi, je n'ai en danger personne. Écoutez-moi. C'est dur d'être tolérant. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Moi, je suis pour la tolérance. Au contraire, à la confrontation des idées contraires. C'est ça qui me plaît. L'idée, c'est qu'il y a une hyper-réglementation qui va à l'opposé des intérêts des plus faibles. Et c'est ça le piège de ce que vous vendez. Un exemple, le droit du travail. Le droit du logement. Ce sont des droits qui ont été faits pour, soi-disant, protéger une catégorie. Le droit du logement, c'est typique. On veut protéger les locataires parce qu'on se dit les propriétaires sont des gens méchants, il faut donc protéger les locataires. À force de faire une hyper-réglementation, les propriétaires ne peuvent plus dire à un locataire qui est un peu négligent et qui ne paie pas son loyer, eh ben, de manière humaine, en 2 mois, il voudrait mieux partir et que vous trouviez un logement ailleurs. Écoutez-moi, oui, j'ai une vraie difficulté à trouver d'ailleurs. Eh bien, cette hyper-réglementation va à l'opposé des intérêts des plus faibles, va à l'opposé des intérêts notamment des locataires qui ne trouvent pas de logement, des gens qui bossent et qui ne le trouvent pas. Il y a même une discrimination. Histoire personnelle, je suis avocat, j'ai une discrimination à l'avocat parce que je ne suis pas salarié et parce que, soi-disant, je connais les procédures et donc je vais pouvoir éviter tel ou tel... Mais c'est terrifiant. Alors, Monique, on ne trouve pas de mais nous sommes tous attachés à l'État. L'État a un rôle fondamental. Il garantit les libertés, il organise la paix civile, il permet en effet l'émancipation et la promotion des individus. Dans le meilleur Tout des ça cas. est absolument fondamental, qu'on soit libéral ou qu'on soit socialiste, on reconnaît ce rôle de l'État. La question qui se pose, c'est de savoir comment réaliser cette promotion des individus. Et là, il est incontestable que 2 modèles s'opposent. Un premier modèle qui consiste à protéger ceux qui ont un travail, à assister ceux qui n'en ont pas. Et un deuxième modèle, pardonnez-moi de tracer les choses à coups de serpe de cette façon, un deuxième modèle qui est un modèle qui consiste à donner des atouts aux personnes pour les mettre en position d'agir elles-mêmes sur leur destin. Des atouts qui les conduisent à être responsables de leur vie. Modèle? Et les premiers, il y a 2 atouts fondamentaux. Le premier atout, c'est la formation
formation et de l'éducation. Le deuxième atout, c'est la possibilité très vite de retrouver un travail. Donc là, on a un véritable choix qui est un choix sur les moyens. L'idéal peut être commun, mais ce choix est véritable aujourd'hui. Denis Jean-Bart et Dominique Méda. Je trouve que notre débat, notre discussion est caractéristique de ce qu'est la France aujourd'hui. On est immédiatement dans l'idéologie, alors qu'en fait, quand on écoute bien, on a pas mal de points communs les uns et les autres. En effet, cet accord sur l'État, sur la nécessité de l'éducation. Après, je crois qu'en effet, il nous faut évoluer avec beaucoup de pragmatisme. Et au fond, je vous écoute, Jean-Luc Mélenchon. Et même le pragmatisme de Denis Jean-Bart, c'est pas de l'idéologie. Je vous écoute, Gérard Longuet, et je me dis, dans certains propos de Gérard Longuet, il y a quand même un peu de gauche dans certains moments, et vice-versa. Donc, je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on essaie d'évaluer sur les points les plus importants de l'avenir du pays, nos chances, nos forces et nos faiblesses. Prenons par exemple le modèle éducatif et notamment l'université française. Aujourd'hui, dans toutes les comparaisons internationales, malheureusement, nous sommes obligés de constater que l'université française ne produit pas les élites qu'elle devrait produire. Voilà, c'est un fait. Je le regrette. Je préférerais que ça soit autrement. Comment faire? Comment trouver un modèle qui soit mieux adapté? Universitaire de service, je ne peux pas tout à fait laisser dire ça, parce que tous les classements sont faits par les Américains. Non, mais les classements sont faits par les Américains. Ce sont les publications en langue anglaise qui comptent, et par conséquent, il y a un effet. Et donc, là, c'est un problème de construction à la fin. Le classement universitaire de référence aujourd'hui, c'est un classement fait par l'université de Shanghai. Non, mais justement, La directrice de l'école normale supérieure, Monique Cantos-Berbère. Je connais bien. Ce classement de Shanghai favorise les universités qui ont une véritable recherche. Vous savez, monsieur, qu'en France, la recherche ne se fait pas essentiellement au sein des universités. Elle se fait dans des organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM et l'INRIA pour l'essentiel. Et donc, leurs acquis ne sont absolument pas comptabilisés dans ce classement. Il est faussé pour la France. Immédiatement, on rentre dans une querelle. Simplement, nous produisons le double, certes, mais après, est-ce que ces enfants bien formés, etc., soi-disant, trouvent du travail? Non, aujourd'hui, ils sont dans la rue pour dire qu'ils n'en trouvent pas, puisqu'il y a une relative inadaptation entre la formation qui est donnée et les attentes, au fond, du monde économique. Il y a surtout une raison, c'est qu'on n'investit pas assez en France. D'accord, on a fini de pleurer. On va essayer, s'il vous plaît. Et tout le monde sera d'accord, en effet, là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, nous investissons beaucoup moins dans les universités que tous les pays autour de nous. Une question à Jean-Luc Mélenchon. On sera tous d'accord là-dessus. Vous vous êtes occupé en tant que ministre d'éducation et de formation. L'enseignement professionnel. De l'enseignement professionnel. Est-ce que vous avez, un tant soit peu, empêché la dégradation du système éducatif? Tout petit peu. Oui, parce que j'ai réussi à inverser, j'ai au moins fait ça, j'ai inversé la courbe qui faisait que l'on désertait de plus en plus l'enseignement professionnel public. Et je l'ai retourné, j'ai au moins fait ça, et remis d'aplomb tous les programmes généraux des diplômes professionnels. Et alors c'est très typique de notre pays, vous changez 3 lignes dans un programme de bac, vous avez une émeute. Vous changez tous les programmes d'enseignement généraux de tous les diplômes professionnels, personne ne dit rien, et c'est tout à fait typique.